vous imaginez parler 8 minutes à France Info sur l'âme? Ça vaut tous les cadeaux du monde. On se pose toujours cette question, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi sommes-nous là, sur quelle étagère, comme on dit, etc., ou dans quelle étagère, avec le jeu de mots en plus. Et l'âme, c'est la clé de tout. C'est la réponse à tout. Nous avons tous une âme. Bonsoir, Planétaire ce soir, la preuve par l'âme, ou plutôt le projet de votre âme avec François De Witte, polytechnicien, 40 ans de journalisme économique et financier, plus de 25 ans de radio aussi, dont 20 à France Info. France Info. Voilà, c'est là. Et plusieurs livres, auteur de plusieurs livres, et dont 2 essais particuliers. Le premier, Appauvrissez-vous, oui. Plutôt enrichissez-les. On en parlait tout à l'heure hors caméra. Et actuellement, La preuve par l'âme, que vous verrez en infographie. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça vous a fait, parce que vous commencez en introduction, vous avez eu droit à 8 minutes sur l'âme à France Info. Ça vous a fait quoi, après toute cette carrière prestigieuse tout de même? Ben, ça, je dis, c'est un don de Dieu, si je puis dire, parce que c'est le cadeau, vous voyez. Rien ne me faisait penser que je puisse intéresser France Info. C'est quand même pas spécialement leur univers. C'est pas leur créneau, oui. Et leur créneau, bien au contraire. Mais comme il y a effectivement Olivier de Lagarde a une émission qui s'appelle Question, un monde d'idées, eh ben il interrogeait tous les jours des gens sur leurs idées. Sur leurs projets. Je ne pouvais pas imaginer que mes idées sur l'âme pouvaient intéresser le grand Olivier de Lagarde. Eh ben pas du tout, j'avais tort, et donc j'ai pu exprimer des convictions devant, là pour le coup, des millions d'auditeurs. D'auditeurs. Et ça, c'était avant ou pendant la confection du livre? Ah non, c'est bien après. Bien après. Donc le livre est déjà sorti depuis presque un an, quand il m'a interviewé. Ouais, donc c'était la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Il y a aussi un drôle de concept que j'ai appris lors de votre conférence. Le paradis est ouvert à tout le monde. Et on déciderait d'aller en enfer. Alors, soi-même, l'âme, elle se condamne d'une certaine façon. C'est la première fois que j'entends ça. C'est assez inédit. D'où vous tenez cette information? Parce que c'est quand même exclusif, là. Moi, que vous me le croyez quand même, parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui ont écrit sur le sujet. Il y a un certain nombre de gens qui ont même qui ont écrit de par-delà la mort. Alors, on n'est pas obligé du tout de les croire, mais simplement, il y a une pratique tout à fait classique qu'on appelle l'écriture automatique, qui se développe de manière, mais vraiment comme une traînée de poudre. De plus en plus de gens la pratiquent. Alors, on pourra dire, ils ont peut-être de plus en plus de gens fous. Pas du tout. Il y a peut-être aussi de plus en plus de gens qui arrivent. C'est assez simple comme méthode. Une époque d'ouverture aussi, que l'on vit, exceptionnelle. Partie de l'ouverture. Donc, ce que nous racontent notamment des gens qui vivent des expériences de mort imminente, ils touchent au sujet. Mais c'est surtout des gens qui communiquent de par-delà la mort. Et ils disent, effectivement, il y a une épreuve très importante de l'autre côté, après qu'on se soit un peu ajusté, adapté à l'idée qu'on existe encore. La plupart des gens pensent qu'il n'y a rien. Donc quand ils voient qu'ils sont encore là, qu'il existe quelque chose d'eux-mêmes, ils sont quand même vachement perturbés. Donc il y a une espèce de sas entre la vie physique et la vie de l'au-delà, qu'on appelle souvent l'Hadès d'ailleurs, et ça va assez bien. C'est un monde un peu souterrain, on va prendre ses marques. Le monde d'Hadès des Grecs d'ailleurs, alors. Hein oui, c'est le monde d'Hadès des Grecs. Mais avant d'aller en Hadès, ou peut-être après, je ne sais pas exactement quand l'épreuve se produit, on a ce qu'on appelle la revue de vie. C'est-à-dire qu'on va nous faire visionner notre vie. Le film de notre vie, mais un film plus subtil qu'on imagine. Un film qui est d'abord la vie telle que... Il paraît que c'est... Vous avez 3 projections, 3 écrans simultanés. L'écran de gauche, c'est votre vie telle que vous l'avez vécue subjectivement. L'écran du milieu, qui est très important, c'est la vie subjectivement telle que les autres l'ont vécue. Et c'est pas pareil que la manière dont vous... n'importe qui peut comprendre qu'il n'a pas vécu sa vie comme les autres l'ont vécu. Et la troisième, c'est tel que c'était objectivement. Et c'est ensuite à vous de décider, est-ce que cette vie, je la
je l'assume? Est-ce que je me reconnais là-dedans? Et forcément, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de conneries que vous avez commises. Il y a forcément, je ne veux pas, c'est des péchés, on n'a pas besoin du péché pour ça. Et vous êtes, merde, si j'avais su, si j'avais fait autrement, eh ben peut-être que ça pas arrivé à ce résultat. Donc il y a une espèce de contrition, si vous voulez, qu'on attend de vous. Et si vous reconnaissez que cette vie, c'était bien la vôtre, eh bien là, vous allez, naturellement, vous êtes appelé par la lumière. Et si vous refusez la revue de vie qui vous est présentée, c'est vous qui allez vous mettre en enfer. Il n'y a pas de jugement. Jésus ne juge personne, personne ne juge personne. Alors c'est horrible, c'est pas chrétien du tout ce que je dis là. Mais pour moi, Jésus, il n'est pas venu pour juger. Il est venu pour nous démontrer qu'il y avait une vie après la vie, par sa propre résurrection. Il est venu nous montrer que la résurrection était promise à tous, et pas à certains, comme le voudrait Saint-Augustin, par exemple, avec qui je suis en désaccord total. Tout le monde est promis à la résurrection, même les gens qui sont en enfer. Mais bien entendu, mais si, à un moment donné, vous parlez du film de sa vie, hein, lorsqu'on voit ce film sur 3 angles différents, on voit à 360 degrés aussi, ça vous le précisez, on voit tout. Et à ce moment-là, est-ce que c'est pas justement où on se juge soi-même, puisque vous le dites, vous insistez, personne ne se juge, est-ce qu'on décide à ce moment-là de renaître, de s'incarner pour réparer? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Non, c'est-à-dire qu'il y a 2 étapes. Première étape, c'est celle de l'auto-jugement. Ou bien vous dites non, je ne reconnais pas ça. Là, vous allez vous mettre, vous, à l'écart. Vous n'allez pas vers le lumière, vous allez dans l'obscurité. Et ce qu'on appelle l'enfer, c'est ça. Ou bien vous dites je reconnais et vous allez vers la lumière. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de moyen terme. Il n'y a pas de purgatoire. Purgatoire, c'est un machin qui était inventé au Moyen-Âge parce qu'on trouvait que c'était trop dur de penser que les gens, que c'était binaire, que c'était. Et c'était aussi blanc pour maintenir ou noir. une peur, aussi pour maintenir. Oui, aussi. Manipulation de masse. Ouais. Il y avait de la manipulation, sûrement. Mais il y avait aussi le côté très sévère de l'enfer où on était condamné définitivement. Mais cette condamnation définitive, elle est complètement contradictoire avec la pensée de Jésus-Christ, qui est une pensée d'amour. C'est quoi un amour qui vous dit t'es condamné? Attendez, c'est pas l'amour. L'amour pardonne. Nous sommes d'accord. Cette attirance pour le mysticisme, on pourrait appeler cela comme ça, vous a pris très jeune. Hein, vous avez été attiré ça à partir de... Vous pourrez situer vers les 12 ans, 12, 13, 14 ans? Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Mais c'était pas du mysticisme. C'était une curiosité pour l'insolite, pour l'étrange, mais pour le magique. Effectivement. Et c'est très amusant parce que je vois dans les lectures des enfants d'aujourd'hui, il y a une attirance extraordinaire pour le magique. Oui. Et en fait, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui, confusément, se demandent s'il n'y a pas quelque chose de magique en nous. Je suis sûr que inconsciemment, ils sont portés par ce message. Et en plus, c'est vrai. Donc moi, je suis ravi quand je vois qu'ils surconsomment, vous savez, des histoires extraordinaires de personnages au pouvoir extraordinaire. Et même Harry Potter, si vous voulez, Harry Potter, parce que il faut bien voir un truc dans toutes ces histoires de magie et dans tous ces livres, c'est que le bien finit toujours par triompher du mal. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'invite les personnes à aller voir un film qui vient juste de sortir de la collection Marvel, Doctor Strange. Ah, donc, oui. fait un lien avec un médecin qui n'a plus l'usage de ses mains, un chirurgien, et qui donc trouve dans un enseignement j'ai assez envie de le voir, j'en ai entendu parler. Il est très très beau, je conseille vraiment de le voir, et ça rejoint un peu votre propos. C'est vrai que la vérité est ailleurs, hein, un peu dans l'invisible, il faut aller voir les véritables raisons de notre venue sur Terre. Et le monde est magique, en fait. Tout à fait. Alors, vous parlez aussi de channeling. Alors ça a été une partie, entre guillemets, très intrigante, parce que vous révélez certains messages. Vous faites, je crois, 1 fois par an, vous vous donnez l'autorisation de discuter avec les êtres. À travers une femme channel qui me met en contact avec un collectif qui se prénomme Alana, et j'ai
quand je parle avec eux, je suis en train de parler avec l'au-delà. Mais un au-delà qui me parle comme vous et moi. Et qui me tient des raisonnements et qui me dit très poliment, est-ce que vous avez des questions? Et qui répond à toutes les questions que je vais bien lui poser, qu'elles soient totalement triviales ou qu'elles soient des questions planétaires. C'est ça qui est incroyable. Mais donc, quels sont les messages que vous demandez ou les questions que vous posez? Vous leur posez des questions d'ordre mondial, peut-être l'avenir de notre humanité, ce genre de choses? Alors l'avenir, je suis toujours sceptique sur l'avenir. Pourquoi? Non pas que je doute de l'avenir, mais je pense que l'avenir n'est pas prévisible. Il est probabilistique, si vous voulez. Ouais, c'est pas déterministe. Un truc que nous a appris la mécanique quantique. Ça, je crois que c'est très important. Donc, eux-mêmes, ils savent pas. Mais ils me disent, l'humanité sera encore là dans longtemps. Ça, je pense que je peux leur accorder le bénéfice du doute. Mais ils me disent, par exemple, nous sommes dans le monde pour réaliser Dieu. Alors là, j'ai l'impression d'entendre un hindouiste. Parce qu'un hindouiste, il va me dire exactement ça. Il me dit, le soi, c'est-à-dire Atman, qui est Dieu en nous, doit se rejoindre au Dieu extérieur Brahman, qui est le tout. Donc j'ai l'impression d'entendre des hindouistes. Mes amis sont assez agressifs sur l'Église, quand même, en disant que son pouvoir temporel a eu tendance un petit peu à lui faire commettre, disons, ou en tout cas, faire pression sur les individus de manière peut-être un peu exagérée. Donc je pense que ils rêvent d'une église ou d'une religion un peu dépouillée, un peu ouverte, etc. Mais ils sont extraordinaires sur le passé, sur la vie courante, sur Internet. Ils savent très bien ce qui se passe partout. Ils n'aiment pas du tout M. Poutine, par exemple. Pas anecdotique, mais amusant. Ils le sentent mal, M. Poutine. C'est quelqu'un qui est un peu bizarre. Ils le trouvent dangereux. Dangereux surtout. Carrément. Alors, il n'y a pas que ce message-là, mais aussi, par exemple, qui est surprenant, je cite, j'essaie de reprendre vos propos, que les catastrophes que nous subissons, on parle par exemple, malheureusement, en 2004, un des exemples du tsunami de Sumatra, serait là pour rendre les hommes solidaires entre eux, pour le forcer à leur démontrer cette certaine solidarité, retrouver un amour perdu. C'est une idée qui m'ont glissée, que je trouve assez pertinente et assez convaincante. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai tendance à penser que c'est intéressant, ça mérite d'être creusé. C'est qu'effectivement, on vous dit que le monde est devenu de plus en plus individualiste, c'est chacun pour soi, et on s'en fout du voisin. Et là parce qu'on voit, à chaque fois qu'il y a un gros incident climatique, ou qui est, par exemple, l'or qui s'est passé à Nice au 14 juillet, on voit qu'il se crée des réseaux de solidarité qui n'existaient pas, qui peuvent être éphémères, mais ça fait rien. Ça fait du bien. Que l'être humain est humain avant tout. Du mal sort du bien. Vous voyez, donc je trouve que c'est très intéressant et j'ai tendance à penser qu'ils ont raison. Une information aussi qui vient via ce channeling qui a dérangé beaucoup de monde, je dois le dire, et c'est vrai, les personnes atteintes d'Alzheimer, on peut en parler pendant 2 minutes, à un certain stade, ils vous auraient révélé apparemment que leur âme serait déjà passée de l'autre côté. C'est vrai que ça a mis un froid quand même, parce qu'il y a une résistance à cela. Comment une personne peut continuer à être là, même si elle est aliénée par sa perte de mémoire, et en même temps être passée de l'autre côté. Ça, ce sont votre collectif de l'autre côté qui vous ont révélé cette information. C'est eux qui m'ont dit, vous devriez regarder de plus près, effectivement, les personnes atteintes d'Alzheimer, parce que quand elles passent le stade de l'identité, si vous voulez, une des raisons pour lesquelles nous, les normaux, nous avons tant de difficultés à vivre avec un parent atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a un moment donné où cette personne va perdre son identité et elle ne va plus nous reconnaître, nous. Et pour nous, l'identité, c'est quelque chose de capital. Donc l'idée qu'on ne soit plus reconnu, c'est quelque chose qu'on accepte mal. Mais c'est pas parce qu'on ne reconnaît pas qu'on n'est pas là. Mais on est en fait, la personne qui ne reconnaît pas, elle est déjà de l'autre côté. Elle est paisible. Et c'est un moment où il faut surtout ne plus s'en occuper.
parce que les gens restent trop longtemps, si vous voulez, à la remorque de leurs parents Alzheimer, et ils finissent par en crever. Vous comprenez donc que c'est pas comme ça que c'est voulu. Simplement, Alzheimer, c'est une mort lente. Si je peux me permettre, vous invitez donc les personnes ayant dans leur entourage une personne atteinte d'Alzheimer, eh bien, de se dédouaner d'une certaine façon, puisque il ne subsiste qu'un véhicule corporel, finalement. Absolument. Je les encourage vivement à le faire. Et j'en ai parlé même à une personne de France Alzheimer, dont je craignais qu'elle soit assez agressive à mon égard, qui me dit « Mais vous avez parfaitement raison ». Donc, si vous voulez, pour moi, on pourrait avoir une meilleure gestion. Et à un moment donné, il faut laisser aller. Il faut passer la main. D'accord. Les raisons de l'incarnation, alors là, avec beaucoup d'humour, les raisons de l'incarnation, moi j'ai adoré votre exemple sur le fait de s'incarner dans une pierre, dans un caillou. Et d'ailleurs, on est obligé de se poser la question, depuis quand est-ce qu'il y a des âmes? Peut-être que les âmes, les bactéries avaient déjà de l'âme, j'en sais rien. Dès que la vie existe, peut-être que les cailloux ont de l'âme. Mes amis pensent que les cailloux, on peut s'incarner dans un caillou. Mais c'est assez reposant, me disent-ils. Ah, vous dites, quelqu'un vous a cité, c'est reposant. C'est eux qui m'ont dit ça. C'est reposant. C'est reposant. C'est une autre information importante. Il n'y a pas grand-chose à faire, vous comprenez. On n'est pas confronté à des... sauf s'il y a un bulldozer qui arrive et qui vous fout en l'air, ou je sais pas quoi, mais a priori, vous risquez pas grand-chose. Et en fait, une des raisons pour lesquelles il me donnait cet exemple, c'était pour me démontrer que entre le vivant et l'inerte, il y avait plus de correspondance, de passerelle qu'on ne le pensait. La reliance. Et pour eux, exactement. Pour eux, les cailloux sont très importants pour aider les racines des plantes à prendre une bonne direction, vous voyez. L'irrigation de l'eau et un peu de choses. Absolument. Donc, comme la racine, c'est Darwin lui-même qui l'a dit, les plantes, elles ont la tête en bas dans les racines et le système reproductif en haut, le contraire de l'homme, vous voyez ce que je veux dire? Assez marrant. J'aime bien cette image. Eh bien, si vous voulez, le caillou et la plante il y a une symbiose, il y a une collaboration, et je pense que de toute façon, dans la vie, dans le monde, eh bien, nous avons tout intérêt à examiner tout ce qui est collaboratif plutôt que tout ce qui est concurrentiel, si on veut améliorer le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, merci François De Witt. Ce qu'on va faire, on va donc parler de votre dernier livre, La preuve par l'âme, aux éditions, je crois. Quelle édition ? Aux éditions Trédaniel, Guy Trédaniel. Guy Trédaniel. Et puis, pour conclure, j'aimerais qu'on parle juste, puisque vous êtes essayiste, de votre peut-être futur livre. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots sur la fin du capitalisme, je crois. C'est tout un programme, et je crois que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, ça. Très populaire. Oui. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « Enfin, tu as compris », etc. Alors, ce sont souvent des gens qui n'ont jamais très bien compris comment ça pourrait fonctionner. Moi, je suis convaincu que l'économie de marché, c'est le seul fonctionnement possible. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Il ne faut pas qu'il y en ait trop, si c'est possible. Il ne faut pas que les structures soient trop grosses. C'est-à-dire que je pense que « small is beautiful », comme l'a écrit un très grand économiste autrichien qui s'appelait Schumacher il y a 40 ans, et j'avais beaucoup aimé son livre. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gigantisme des structures multinationales a atteint des sommets des dimensions totalement exagérées et abusives, et qu'il faudra bien un jour, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, que l'on fasse une loi antitrust mondiale. Je pense aussi que la protection des brevets, des droits de propriété, il y a aussi un débat là-dessus. Je pense que le fait d'avoir un brevet, le fait de dire on est protégé, c'est pas nécessairement très sain. Alors on me dira, ça fera qu'on recherchera moins, on recherchera peut-être moins, peut-être pas besoin de rechercher autant que l'on le recherche, parce que les recherches qu'on fait sont peut-être pas aussi nécessaires que certains le prétendent pour l'humanité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il faut essayer de redevenir un peu plus raisonnable, et que, en fait, ce qui va se passer,
c'est que le capitalisme, vous savez, le proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Eh bien, ce sera les grandes boîtes cotées en bourse qui vont donner les signes avant-coureurs du déclin du capitalisme. Parce que les caisses de retraite, les petits porteurs, tous les gens les fonds souverains qui achètent ces grosses boîtes, eh ben, quand ils gagneront rien pendant 5 ans ou pendant 10 ans, ou qu'ils même ils verront que ça baisse, eh ben, ils finiront par s'enlacer. Donc, leur valeur boursière va s'effriter. Et ça va être le début de la fin du capitalisme. Comme de grandes civilisations qui, par le passé, ont disparu alors qu'elles paraissaient éternelles. Absolument. De la même manière. Ouais, tout à fait. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel j'ai très envie d'écrire, mais je veux aussi, avant d'écrire là-dessus, je veux avoir des idées assez claires sur qu'est-ce qu'on pourra faire après, ou en même temps. Alors, je vois bien qu'il y a tout un tas d'initiatives aujourd'hui, que ce soit l'économie solidaire, que ce soit l'économie participative, que ce soit l'économie positive, maintenant, etc. Non, le troc, ça c'est pipeau. Ça c'est non, c'est fini. Les monnaies libres. Non, parce que la plupart des gens qui sont anticapitalistes rêvent qu'on supprime la monnaie. Parce que la monnaie, c'est ça c'est la source de tous nos malheurs. Ça, c'est de la connerie aussi. C'est très bien une monnaie, c'est commode. Alors qu'on n'aille pas nous seriner avec des sels ou des sols ou des je sais pas quoi. Non, ça c'est... Ça au moins, ça nous donne ce qui n'aura pas, ce qui ne sera pas. Moi, je pense que c'est disons que... Parce que c'est très, très compliqué de mettre en place une monnaie alternative. C'est surtout ça. Et puis, plus ça devient compliqué, plus il y aura des frais de gestion. Et les frais de gestion, les gens ne se rendent pas compte que ça veut dire que c'est de l'argent qui est prélevé sur mes échanges, alors que moi, je croyais que c'était super transparent, propre et tout. Mais c'est fait pour nourrir le système. Donc, il faut faire attention. Les monnaies, j'y crois pas trop. Donc, il vaut mieux être, disons, d'origine capitaliste comme moi pour essayer de régler ses comptes avec le capitalisme. Sortie du livre, à peu près, on peut dire 2017, 2018 Oui, 2018, je dirais, oui. On se donne rendez-vous pour 2018 pour reparler de ce livre-là. Vas-y, tiens. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'invite tous nos auditeurs à se connecter sur planétaire.fr pour d'autres conférences de cet acabit. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir, François de Witte. Bonsoir à vous.